Avec ses monuments, parcs, ponts et bâtiments anciens, Salaberry de Valleyfield regorge d'événements insoupçonnés. Chaque fois qu'on passe devant l'un d'entre eux, on ne peut qu'imaginer l'histoire qu'il pourrait nous raconter. Quelle en est l'année de construction? Qui y a vécu? Que s'y est-il passé? Aujourd'hui, on a pensé vous dévoiler la trame historique de l'un d'entre eux. C'est à compter de la fin d'août 1940 que s'élèveront les baraquements du camp d'entraînement militaire de Valleyfield sur un vaste terrain vague qui s'étendait au-delà de l'actuel quadrilatère formé des rues Ellis, Victor-Léger, Saint-Jean-Baptiste et Beaulac. L'endroit sera connu sous l'appellation de camp numéro 47 de Valleyfield, alors que pour les campivalenciens, ce sera fort de Salaberry. Le 1er septembre 1939, Adolf Hitler lance une attaque contre la Pologne. Arthur Neville Chamberlain, premier ministre britannique, et Édouard Daladier, président du Conseil français, somment Hitler de cesser ses agressions contre la Pologne. Adolf Hitler ne bronche pas. En conséquence, le 3 septembre, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. En 1939, le Canada n'est plus une colonie britannique. Depuis le statut de Westminster de 1931, le Canada n'est plus un dominion britannique soumis à la volonté de Londres. Il revient donc au Parlement canadien de décider seul si le Canada doit entrer en guerre à son tour contre l'Allemagne. Le 10 septembre, le Parlement canadien est convoqué à une session d'urgence et ne rencontrant qu'une opposition purement symbolique à la Chambre des communes, Mackenzie King proclame l'entrée en guerre du Canada contre l'Allemagne. Mais le Canada est divisé sur la question de la participation. Les Canadiens anglais sont en faveur de l'intervention canadienne dans le conflit en Europe, alors que les Canadiens français sont majoritairement opposés. Ils préfèrent la neutralité. Afin de rassurer les Canadiens français, le premier ministre canadien, Lyon Mackenzie King, promet de ne pas imposer la conscription pour le service outre-mer. L'enrôlement se fera seulement sur une base volontaire. Le ministère de la Défense nationale a eu recours à des campagnes publicitaires, des brochures, des affiches et des publicités à la radio et dans les journaux pour aider au recrutement. En 1940, l'armée canadienne prend la décision d'ériger 39 camps militaires au Canada pour entraîner ces soldats avant de les envoyer au front en Europe. Sur les 39 camps militaires, on en compte 10 au Québec, donc ceux de Huntington, le camp numéro 41, Valleyfield, le camp numéro 47 et Saint-Jean, le camp numéro 48. Le 15 août 1940, le progrès de Valleyfield fait état des pourparlers entrepris entre les autorités militaires et le maire Joseph-Armand Larin, en ce qui a trait à l'établissement d'un tel camp dans les limites de la municipalité sur le terrain de l'ancienne ferme McDonald & Robb, rue Ellis. Le 29 août, nous apprenons que des employés du contracteur canadien Harry Falconer McLean travaillent à la construction de 25 baraques qui serviront à l'entraînement militaire de plus de 600 soldats. C'est ainsi que le camp numéro 47 de Valleyfield voit le jour en septembre 1940.
Le site présente plusieurs avantages. Le camp est situé à proximité de la ville, qui offre les services d'égout et d'aqueduc. La situation géographique du camp est l'une des meilleures de tout le district, et dit-on encore que le Fort Salaberry est le plus beau camp militaire du Canada. En 1943, le fort a reçu tous les chevaliers de colon de cette ville ainsi que ceux de la ville de Verdun pour l'initiation des 3 degrés. Le commandement du camp est confié au lieutenant-colonel René-Jacques Duhaut, assisté du major Lavallée, du lieutenant Boissonneau et du capitaine Lamarre. Le commandant Duhaut et son état-major arrivent au camp de Valleyfield le 6 septembre 1940. Le 29 septembre, les officiers et le personnel d'entraînement débarquent par dizaines à la gare de Bellerive. Le Progrès de Valleyfield souligne l'événement dans son édition du 3 octobre ainsi. Débarquant du train vers 3 heures, avec le concours des vétérans de Valleyfield, le local 62, et la fanfare de Valleyfield, les militaires défilèrent à travers les rues jusqu'à l'hôtel de ville, où le maire Larin leur souhaita la bienvenue. Monsieur le maire est tellement heureux d'avoir un camp militaire à Salaberry de Valleyfield qu'il mettra sur pied un comité de citoyens pour agrémenter les loisirs des soldats. On lance un appel à la population pour ramasser des livres, des revues, des articles de sport et du mobilier. En 1940, l'entraînement des recrues dure 30 jours, conformément aux dispositions de la loi sur la mobilisation des ressources nationales qui est amendée 2 fois pour faire passer le service de 30 jours à 4 mois, puis de 4 mois à une durée indéterminée. Une recrue ou un enrôlé volontaire peut obtenir le choix du lieu de son camp d'entraînement militaire. L'entraînement vise 2 objectifs: améliorer la condition physique des soldats et transmettre les connaissances de base aux recrues. Au terme de ces 30 jours d'entraînement, chaque homme devrait avoir terminé un cours de conditionnement physique, la marche élémentaire et la marche au pas, avoir acquis des connaissances complètes du maniement du fusil pour un usage au sol et anti-aérien, avoir une bonne connaissance des principes de protection individuelle contre les gaz, incluant l'usage du masque à gaz, savoir utiliser une baïonnette, avoir une connaissance générale des usages de campagne, retranchement et disposition des barberies, ainsi que de ses obligations en tant que membre d'une section d'infanterie. Moyennant une rétribution, les recrues peuvent aussi suivre une formation pour devenir commis, cuisinier, armurier, artificier, forgeron, maçon, charpentier, ferblantier, électricien et mécanicien. Il arrive que les sapeurs-pompiers de Salaberry de Valleyfield fassent appel à leurs confrères du camp 47 pour combattre des incendies. On verse aux soldats un supplément de salaire variant de 25 sous à 75 sous par jour pour les inciter à suivre ces cours. À l'échéance des 30 jours prescrits à l'entraînement, le nombre de recrues qualifiées dépassait largement les 400 personnes et plus. À titre d'exemple, voici les chiffres des périodes suivantes. Période se terminant le 7 novembre 1940, 424 soldats. Période se terminant le 21 décembre 1940, 448 soldats. Et période se terminant le 8 février 1941, 485 soldats. Gérard Côté est devenu célèbre par ses exploits réalisés face aux meilleurs coureurs de longue distance au monde. En avril 1943, le sergent Côté obtient une permission spéciale de l'armée pour aller courir le marathon de Boston. Malgré une blessure à un tendon d'Achille, l'athlète de Saint-Hyacinthe parvient à signer sa 2e victoire à cette classique internationale. Il sera reçu en héros à son retour à la gare de Bellerive. En 1942, nous aurons encore droit à des régates motorisées. Cependant, nous observons de la part des militaires une implication dans des courses de cadeaux de guerre. En 1943 et 1944, tout le monde sera touché par le rationnement, y compris les habitués des courses nautiques qui devront se satisfaire des activités alternatives organisées par les officiers de Fort Salaberry. Les canots de guerre de la Canadian Canoe Association
feront les feux du programme de course de 10 canots de guerre et 150 avironneurs. Il y aura des courses de motocyclettes au terrain de l'exposition, des rencontres amicales de baseball opposant le club de Fort Salaberry à celui de Lucien-le-Duc, des concours de souk à la corde, de course à pied, des courses à la nage et des courses de cuvette. Il ne faut certes pas oublier les compétitions de plongeon dans les eaux de la baie Saint-François. Au cours du dernier trimestre de 1943, l'on cessera l'entraînement de recrues. Le 15 janvier 1944, l'ancien camp militaire cédera le pas à l'école des sous-officiers des équipages aériens. Cette transition sera toutefois éphémère, puisque cette école devra elle aussi faire place à la War Assets Corporation Limited à compter du 24 juillet 1944. À ses débuts, la gestion des surplus militaires va requérir les services d'environ 15 personnes. Ce nombre atteindra plus de 1125 employés au plus fort de la demande. Le centre de pré-libération prendra le relève en y accueillant des détenus provenant exclusivement de la prison Saint-Vincent-de-Paul. Le 21 mai 1959, la Gazette de Valleyfield en fait état ainsi. La vie au centre de pré-libération, 117 détenus reçus à Valleyfield. Chaque semaine, un groupe de 8 à 10 détenus a été transféré au camp et nous venons d'atteindre notre maximum, soit de 100. Maintenant, les nouveaux détenus n'arrivent que pour remplacer les hommes libérés. Durant les décennies 1970 et 1980, les bâtiments subsistants tomberont sous le pic des démolisseurs pour faire place à la construction de projets domiciliaires. Certains lots ont également accueilli un centre d'équipement sportif, un hébergement modeste et familial pour des personnes âgées, un centre de meubles et luminaires ainsi qu'une imprimerie. Aujourd'hui, ces vestiges de la Seconde Guerre mondiale sont tous disparus du paysage. L'emplacement du modeste hébergement familial pour personnes âgées a tout de même semé l'idée de quelque chose de plus grand. L'implantation du centre Victor-Léger des résidences 4 saisons, jouxtant les rues du Marché et Victor-Léger. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.